Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. 20 ans à peine se sont écoulés, chers amis, depuis le procès qui a mis fin à ce dossier. Nous avons voulu ménager les mémoires en changeant les noms, les lieux et les professions. Mais pour nous, cela n'a pas d'importance. Les personnages sont authentiques, les caractères aussi, et aussi la conclusion que nous a inspiré justement ce délai de 20 ans. Les kilomètres de bitume gras défilent à une vitesse affolante dans le pinceau des phares. 140. Au tableau de la grosse 203 noire, l'aiguille du compteur kilométrique est bloquée au maximum. Le sol gras de la nationale semble vraiment avalé par le capot luisant, car lorsque la voiture est passée, plus rien ne semble exister derrière elle. Elle est seule, sur cette petite route, seule dans la campagne glaciale, en cette nuit de mars 1954. Le conducteur prend des risques insensés, et même dans les virages qui surgissent de temps à autre, il ne ralentit pas. Les pneus hurlent sur la chaussée humide et à chaque fois, l'arrière du gros break chasse et couche les herbes du bas-côté. À l'intérieur de la voiture folle, il y a 2 personnes et un grand faitout de soupe. Oui, et une grande casserole de soupe pour les chiens. Le conducteur et sa passagère, tous deux les dents serrées, lancent ici et là un mot, une phrase brève et rageuse. On sent entre ces deux êtres tellement de choses, tellement de choses complexes. D'abord, leur attitude et leurs paroles trahissent une haine féroce. Mais si l'on y prête attention, on comprend qu'une telle haine ne peut surgir entre 2 individus que si elle prend racine sur des années et des années de souvenirs communs. Des souvenirs, il y en a, croyez-moi, entre ces deux-là. Allez voir dans la vie, avoir cette femme un peu forte de 40 ans et ce jeune homme de 19 ans. On dirait la mère et le fils. Malgré les efforts qu'il fait pour se donner l'allure d'un dandy parisien, malgré la simplicité qu'elle affiche en toutes choses, il leur échappe des gestes, des expressions qui créent des ressemblances plus frappantes même que les traits du visage. Ce sont des gestes, des expressions de 2 personnes qui ont longtemps vécu ensemble et qui finissent par déteindre l'une sur l'autre. Et pourtant, du point de vue de l'état civil, la femme un peu épaisse de 40 ans et le jeune dandy de 19 ans n'ont rien de commun. Pendant que la 203 noire continue à dévorer la nuit au mépris du danger, pendant qu'elle emporte ces 2 êtres vers un avenir inéluctable et atroce, laissez-moi vous raconter leur histoire. Ah, ça n'a pas été drôle de vivre avec maman. Papa, il est beaucoup plus amusant. Le petit Lucien Borelli est encore un gamin haut comme 3 pommes, mais déjà il trouve que la vie est faite pour s'amuser. Lorsque ses parents se sont séparés, il avait été décidé qu'il vivrait avec sa maman. Mais ça n'était pas très gai. Il semblait que pour elle, bien qu'elle ne soit pas très âgée, la vie soit une sorte de retraite. Les jours passés dans la grisaille, elle rentrait chaque soir de son petit emploi à caractère social dans une mairie de province. On dînait silencieusement dans la salle à manger étriquée. Les seules remarques concernaient les ongles propres, jamais assez propres, la bonne tenue du couteau et de la fourchette, le brossage des dents et la prière du soir. Alors Lucien, le gamin haut comme 3 pommes, a commencé son petit travail, une parole ici, une suggestion là, et il a fini par obtenir ce qu'il voulait, venir vivre avec son père. Ah, là, c'était quand même autre chose. Ah, la crème des hommes, monsieur Eugène Borelli. Il était très accaparé par son travail. Un travail qui marchait bien, d'ailleurs. Les cuves à brasser, bord. Pour Eugène et bord pour Borelli, bien sûr. C'est un peu une spécialité, c'est une partie de l'équipement des fromageries. On y brasse la pâte à fromage. Et ça marche. Ça marche même très bien. En plus, là, à une 20aine de kilomètres de la maison, il y a l'élevage, plusieurs centaines de poules pondeuses, surveillées par 2 gros chiens. Inutile de dire donc que M. Eugène Borelli est un homme occupé. Mais tous les instants qu'il arrive à distraire à son travail, il les consacre maintenant au petit Lucien. On joue, on apprend la menuiserie, et puis on dîne ensemble en se racontant des histoires toutes bêtes qui font rire. Et si de temps à autre, un coude s'égare sur la table, eh bien, papa laisse faire. Papa Borelli estime avec indulgence que Lucien a bien le temps d'être brimé par l'existence. Et puis un jour, le petit Lucien remarque quelque chose. Il y a une 3e personne à table. Et ça fait plusieurs fois de suite. Il la connaît bien, elle est gentille.
C'est la secrétaire de papa, elle s'appelle Anne Luce Schmidt. C'est une robuste Alsacienne au visage avenant. Dis papa, pourquoi ta secrétaire elle est restée avec nous ce soir? Eh bien, pour dîner. Oui, mais pourquoi elle n'est pas rentrée chez elle? Écoute mon petit Lucien, son appartement est à Paris. C'est loin à Paris. Alors, quand elle a travaillé tard, elle est fatiguée. Et puis, ce n'est pas prudent qu'elle fasse tout ce chemin la nuit toute seule. Tu comprends? Eh bien, t'as qu'à la faire travailler moins tard, ta secrétaire. Mais enfin, elle est gentille, tu ne trouves pas? Et puis, tu sais, elle t'aime beaucoup. D'abord, tu pourrais commencer par l'appeler autrement que ma secrétaire. Elle s'appelle Anne-Luce. Oh, c'est pas un joli nom. Ben, t'as qu'à lui en trouver un plus joli. Le petit nom plus joli, on finit par le trouver. Anne-Luce Schmidt devient Moon. Et Moon rentre de moins en moins souvent à Paris. Moon finit même par avoir sa chambre dans la maison des Borelli. Et papa Borelli a l'air bien content. Le petit Lucien, lui, l'est un peu moins. D'abord parce que papa s'occupe beaucoup de Moon, et que Moon n'est pas toujours drôle. Elle est presque aussi sévère que maman. Lorsque Moon est là, plus question d'ongles à moitié propres, ou de coudes sur la table. Lucien proteste, mais papa Borelli explique que Moon a raison. Elle-même a été élevée comme ça, là-bas, dans sa famille d'Alsace, et elle estime qu'un petit garçon doit apprendre ces choses-là. D'ailleurs, Lucien doit faire des efforts s'il ne veut pas que Moon se mette en colère. Lucien en fait des efforts, du moins le maximum de ce qu'il peut faire, car il n'a pas une volonté énorme, et puis, il faut dire que Moon quand même le gâte, elle le gâte pour se concilier ses bonnes grâces. Alors la vie passe, l'enfance passe, et Lucien Borelli est maintenant lycéen, et Moon est toujours à la maison. Lucien ne rapporte pas des carnets extrêmement brillants, Moon le sermonne, le gronde même sérieusement, mais c'est difficile car Lucien est une vraie pelote de nerfs. Quand le sermon commence, il se replie sur lui-même, élève un mur d'indifférence, et si on essaie de franchir ce mur, Lucien explose et tout vole dans la maison. Papa Borelli, lui, hoche la tête, grommelle des regrets derrière sa grosse moustache poivre et sel et retourne à ses cuves à brasser le fromage ou à son élevage de poulets. Lucien arrive ainsi tant bien que mal jusqu'en terminale. Et là, il commence à s'intéresser à ce qui se passe à l'usine de son père. C'est du moins l'impression qu'il donne, mais Eugène Borelli et sa compagne Anne-Luce Schmidt sont tellement à l'affût du moindre signe chez le jeune homme qu'ils reprennent espoir. Il n'y a qu'à donner à Lucien une formation technique, et dans quelques années, il pourra seconder son père. Alors une école technique, on en trouve une, mais c'est à Paris. Et faire le trajet chaque jour, c'est fatigant. Anne-Luce, dite Moon, est bien placée pour le savoir, mais justement, elle a toujours gardé l'appartement qu'elle occupait avant de venir habiter dans la maison des Borelli. Et c'est elle qui propose la solution. Lucien est grand maintenant. Il n'aura qu'à habiter l'appartement pendant la semaine et puis revenir à la campagne le week-end. Qu'en pense-t-il? Ce qu'il en pense, Lucien? Mais pour lui, c'est inespéré. C'est une bouffée d'air pur, c'est l'espoir de pouvoir enfin échapper à la sévérité de Moon, à la faiblesse de son père, l'espoir de pouvoir enfin s'amuser un peu dans la vie. À l'appartement de Paris. À la pensée des jours et surtout des nuits qu'il y a passées, le jeune Lucien Borelli se détend un instant. Mais tout de suite, il empoigne à nouveau le volant avec rage, car nous sommes, ne l'oublions pas, nous sommes, pendant que ses souvenirs défilent, à bord d'une grosse 203 noire qui fait crisser ses pneus dans les virages et qui dévore une route isolée dans la campagne, une 203 noire qui emporte Moon et Lucien vers un destin atroce et inéluctable. Compteur bloqué à 140, la grosse 203 noire emporte vers leur destin Moon et Lucien. Lucien qui repense à la joyeuse vie dans l'appartement prêté par Moon à Paris. C'est peut-être finalement cet appartement qui est à l'origine de tout. Lucien est un joyeux de rire. Lucien est un bon copain, tout le monde est d'accord là-dessus. L'école technique, on y va ou on n'y va pas. On y va quand on arrive à se réveiller à l'heure, quand la nuit n'a pas été trop folle, et les nuits sages sont de plus en plus rares. C'est qu'il y a tant de cinéma à Paris, tant de caves avec du bon jazz à Saint-Germain-des-Prés, tant de bars accueillants où les bouteilles de scotch semblent n'avoir pas de fond. Lucien ne les connaît pas tous, mais en tout cas, il les sait. Lucien traîne derrière lui une cour de copains empressés à profiter de ses largesses. Et l'argent file à une vitesse affolante. C'est qu'il en faut de l'argent pour les copains. Les petites amies des copains. Tout ce petit monde se retrouve dans l'appartement de Moon, où l'on mène joyeuse vie jusqu'à l'aube. L'argent file. Et papa Borelli paie encore.
Il donne l'argent gagné avec les cuves à brasser Eubor et l'élevage de poules couveuses. Et Moon n'est pas d'accord. Aujourd'hui, dimanche, elle a décidé de mettre un point final à cette descente en flèche sur la pente savonneuse de la vie trop facile. Papa Borelli est parti vers le Cantal faire la tournée de ses clients. C'est Lucien qui l'a mis au train en fin d'après-midi. Ce soir, comme 2 fois la semaine, on a chargé, dans le break, la grosse marmite de pâté pour les chiens qui gardent l'élevage. Moon a passé sa vieille blouse bleue et son chandail élimé trop large. Lucien s'est mis au volant, tiré à 4 épingles comme toujours. En route pour les 20 kilomètres qui les séparent de l'élevage. La route a commencé doucement et Moon s'est mise à parler. Elle a parlé des voisins à Paris, qui se sont plaints du bruit dans l'appartement chaque nuit. Il faut que cela cesse, sinon elle reprendra les clés. Elle a parlé des dépenses somptuaires de Lucien. C'est terminé maintenant. Elle a convaincu Papa Borelli de fermer les cordons de la bourse. Et puis, les fréquentations de Lucien aussi. Ça ne va pas du tout. Il y a les filles, n'est-ce pas? Eh bien oui, il y en a des filles. Lucien en parle avec hargne, avec défi. Il parle de cette femme mariée qui vient le voir dès que son mari a le dos tourné. Il parle de l'autre, celle qui a 32 ans, qui est tellement sensuelle. Alors Moon ne se contrôle plus. Elle grogne comme une tigresse, elle tord sa blouse, elle griffe le siège de la voiture. Alors Lucien commence à comprendre vaguement ce revirement qu'il a senti chez Moon depuis quelques mois, cette tendresse différente qu'il a confusément ressentie chez Moon depuis qu'il est un homme. Il n'est pas très intelligent, Lucien, mais il en comprend assez pour sortir quelques paroles méchantes, puisqu'il sait qu'il va toucher le point sensible. Moon est blessée au plus profond d'elle-même. Elle se voit avec ses 40 ans, sa taille devenue épaisse, sa vieille blouse et son chandail, à côté de ce dandy, de ce grand gosse difficile, qu'elle ne sait plus comment aimer. Et puis, elle voit la route qui défile maintenant à 140 à l'heure sous la voiture éperonnée par la rage de Lucien. Lucien qui lance entre ses dents. « Et de quel droit tu me donnerais des ordres? Tu n'es même pas ma mère !» La gifle est partie, forte, précise, avant que Moon ne se rende même compte de ce qu'elle fait. La voiture traverse la route, frôle le côté gauche. Lucien redresse, la 203 tangue. Il touche sa joue en feu et son bras repart, poing fermé. Cruellement, il frappe en regardant la route, il frappe au visage, au ventre, à la poitrine. Moon se plie en deux, crie, s'accroche à Lucien. La voiture fait une embardée, freine sur 100 mètres et s'immobilise entre 2 arbres. Déjà, Lucien est retourné sur son siège et il frappe encore. Il descend de la voiture, tire Moon qui se débat comme elle peut sur l'herbe humide. Lucien est derrière elle. Une terrible prise de judo. Moon, la gorge coincée, étouffe et s'immobilise, évanoui. Lucien va à la voiture, saisit le démonte-pneu, retourne vers Moon allongé dans l'herbe et il cogne. Il cogne à la tête 2 fois, 10 fois, il ne sait plus. Tout est fini. Moon est morte. Horrible à voir dans la lumière des phares. Lucien passe une main sur son front. Que faire maintenant? S'il l'a laissé là. On pourrait croire un accident. Un chauffard qui aurait pris la fuite. Oh puis non, c'est idiot. Pourquoi serait-elle venue là toute seule? Alors Lucien empoigne le corps lourd, comme il n'aurait jamais cru, et il le glisse derrière la banquette de la 203, à côté de la pâtée des chiens. Il essuie le démonte-pneu dans l'herbe et se remet en route vers la maison Borelli. Tout en fumant une cigarette, il réfléchit à tous les détails et prend sa décision. Arrivé à la maison, il monte à la chambre de Moon. Il jette pêle-mêle quelques robes dans une valise et il ajoute les bijoux, l'argent qu'elle garde dans l'armoire et des valeurs. La bonne est dans la cuisine. « Je conduis mademoiselle Schmitt chez elle, à Paris !» crie Lucien. Et il va à Paris. Il gare la 203 dans une rue tranquille, près de chez son ami Jean-François Marty. La maman de Jean-François le reçoit et le laisse entrer dans la chambre de son fils. Elle referme la porte. « J'ai un cadavre sur les reins », annonce d'emblée Lucien. Dans les films que les jeunes gens ont vus, les héros sont impassibles. Jean-François tente d'allumer impassiblement une cigarette, mais l'allumette tremble. « Qui ?» demande-t-il sobrement. Sobrement comme dans les films. « Annelus. »« Merde !» Jean-François a laissé tomber sa cigarette. « Faut prévenir Renaud ?» finit-il par suggérer. Renaud Dubreuil, le 3e dandy, l'inséparable, habite au-dessus. Les voilà tous les 3 dans la chambre. Faut s'en débarrasser, fait Renaud. On peut pas la garder. Un cadavre, ça sent mauvais, hasarde Jean-François. On va la flanquer dans la Marne. Je connais un coin discret.
C'est Lucien qui a repris en main la direction des opérations. D'ailleurs, il fait entrevoir à ses amis les bijoux et l'argent. Si les copains se montrent à la hauteur, ils auront leur part. Dans les films, ils ont vu que l'on enroulait les cadavres dans une bâche. Au passage, on chipe la bâche qui recouvre le scooter du frère de Renaud. On trouve une corde et du fil de fer. Et puis, en route, vers la Marne. Dans les films, ils ont vu qu'il fallait lester les cadavres pour les empêcher de remonter. Alors en chemin, on s'arrête près d'un chantier et on vole de parpaing. C'est vrai que le coin de la Marne que connaît Lucien est discret, surtout la nuit. Mais la berge est en pente douce. On a emballé soigneusement le corps de la pauvre Moon dans la barge du scooter. On a fixé les parpaings avec le fil de fer, mais il faudrait la mettre au milieu du fleuve. Ah, il y a bien une barque, mais elle est pleine d'eau. Alors on retrousse les pantalons des beaux costumes et on écope avec la casserole. Oui, celle de la pâtée des chiens. La barque flotte à peu près. « On y va ?» demande Renaud. « J'ai pas nagé, dit Lucien. Et il reste sur la rive pendant que ses deux amis transportent le corps de Moon. Après tout, il va les payer. Ils n'ont qu'à travailler un peu. » Un gros plouf, quelques ronds dans l'eau, une barque qui coule à moitié en revenant vers la rive. L'affaire est faite, on rentre à Paris, on se sépare. Lucien retourne à la maison. Papa Borelli est revenu le surlendemain de sa tournée dans le Cantal. « Où est passée Moon ?»« Elle est allée se reposer en Autriche, annonce Lucien très calme. C'est vrai que Moon avait parlé de ce projet, mais après 10 jours sans nouvelles, Papa Borelli s'inquiète. Il téléphone au frère de Moon, qui est avocat en Alsace. La famille non plus n'a pas de nouvelles. Le frère avocat monte à Paris avec Papa Borelli. Il visite l'appartement de Moon. On ne trouve rien, aucun indice sur sa destination. Le frère avocat, qui connaît la marche à suivre, fait lancer une recherche dans l'intérêt des familles. La police débarque à la maison Borelli. Lucien ne sait rien et s'inquiète comme tout le monde. Cela dure des jours et des jours. Et puis des mariniers repêchent un corps méconnaissable emballé dans une bâche au fil de la Marne. Une femme vêtue d'une blouse. La poche de la blouse, une enveloppe encore lisible. Mademoiselle Anne Luce Schmidt, au bon soin de Monsieur Borelli. Puisqu'il y a eu crime, il y a interrogatoire. Personne ne suspecte Lucien. Mais dans les films, il a vu que les criminels avaient un alibi. Il s'est donc créé un alibi pour la nuit du meurtre. Il était au cinéma. Mais il hésite, s'en mêle, se trompe dans les horaires des séances, dans le nom du film. Les policiers commencent à avoir des doutes. Mais c'est pourtant vrai que j'étais au cinéma. Demandez à mes amis Jean-François et Renaud. Bêtement, Lucien vient de lâcher les noms de ses deux complices. Les policiers, qui n'ont toujours que des présomptions, veulent interroger les deux copains. Et comme par hasard, ayant appris la découverte du cadavre par les journaux, ils se sont enfuis tous les deux depuis 3 jours. C'est pire qu'une accusation pour Lucien qui se sent cerné, et il passe aux aveux. Il raconte son crime et refait tous ses gestes au cours d'une reconstitution de la nuit tragique. La semaine suivante, on retrouve Jean-François. Il avait en poche un billet pour Dakar, mais comme il pensait que les ports étaient surveillés, il est allé s'engager à la Légion étrangère. 8 jours plus tard, on retrouve Renaud. Mais Renaud est mort. Il s'est suicidé dans une sordide chambre d'hôtel près de Lyon. Avant de mourir, il a laissé une généreuse lettre dans laquelle il tente d'innocenter Lucien. C'est un pauvre gosse, dépassé par les événements, a écrit Renaud. Pourtant, pendant son procès, Lucien ne va pas hésiter, pour sa défense, à essayer d'accabler la mémoire du suicidé. Mais ce stratagème, pas très reluisant, ne convaincra pas le jury. Pas plus que les admirables paroles de Papa Borelli. Ce sera lui, le plus ardent défenseur de ce fils qui a pourtant brisé son existence, mais rien n'y fera. Lucien, amaigri, affaibli par une grève de la faim, s'entend condamné à 20 ans de réclusion criminelle. 20 ans. Mais au fait, cela se passait en 1956. Avec les remises de peine, Lucien doit être libre maintenant. Moon est morte, assassinée. Renaud s'est suicidé. Et Lucien, c'est un homme de 40 ans, libre.
venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Les faits qui constituent notre dossier se sont passés à Londres il y a une vingtaine d'années. Mais ne vous attendez pas, mes chers amis, à ce qu'il y soit question des brumes de l'Angleterre ou de la civilisation de cette seconde moitié du XXe siècle. Non. Tout cela aurait pu se passer ailleurs, et à une toute autre époque. Exactement 2500 ans plus tôt, au pied de l'Acropole à Athènes, au moment où naissait la tragédie grecque. Car notre dossier d'aujourd'hui ressemble trait pour trait à une tragédie grecque. Non pas tant parce que ce sont des Grecs qui sont en cause, mais parce qu'il en a toutes les caractéristiques et qu'il en respecte toutes les règles. Comme dans la tragédie grecque, il a pour cadre la famille, le lieu sans doute où les êtres s'affrontent avec le plus de violence et de férocité. Comme dans la tragédie grecque, il a pour base des passions toutes simples mais poussées à leur point extrême, l'amour, la jalousie, la haine. Comme dans la tragédie grecque, l'issue fatale est prévisible dès le début, on la redoute, on s'y attend. Les protagonistes s'y attendent sans doute eux aussi et tentent de s'y opposer, mais en vain. On sent de bout en bout planer quelque chose qui ressemble au destin. Comme dans la tragédie grecque, enfin, la catastrophe finale est totale. Et pourtant, tout cela s'est bien passé il y a juste 22 ans, à Londres, en plein XXe siècle. Stavros Ioannidis est né à Chypre en 1920 dans une famille de paysans grecs qui cultivent depuis toujours, depuis l'Antiquité peut-être, la vigne et l'oranger. Le domaine des Ioannidis n'est pas bien grand, le travail est rude et rapporte peu, mais le pays est beau et le climat toujours doux. Stavros n'a pas connu son père qui est mort tout de suite après sa naissance. C'est donc sa mère Hélène qui l'a élevé ainsi que ses frères et sa sœur aînée. Hélène Ioannidis, qui va devenir le personnage central de notre dossier, est véritablement un être hors du commun. C'est la femme grecque dans tout ce qu'elle peut avoir de noble, de dominateur et même de dur. Elle est faite pour commander, et on peut penser que même si le père avait vécu, c'est elle qui aurait dirigé la famille. Pour l'imaginer physiquement, il n'y a pas de meilleure comparaison que l'actrice Irène Papas, que beaucoup d'entre vous ont vue dans Z ou dans d'autres films. Une haute taille, une démarche fière, rendue plus imposante encore par les habits de veuve, des cheveux très noirs, très longs, coiffés en chignon, des yeux noirs eux aussi, toujours cernés, ce qui leur donne un éclat fiévreux, des lèvres minces. La seule passion d'Hélène est sa famille, son seul souci, le petit domaine. Elle veille sur l'une et sur l'autre avec un soin jaloux. Quelques années passent, heureuses. Le petit Stavros grandit. Quand il a 5 ans, il comprend vaguement qu'il se passe quelque chose à propos de sa maman. On parle d'elle à voix basse. Et pendant quelque temps même, il ne la voit plus. Mais tout cela a-t-il de l'importance pour un garçon de cet âge qui ne pense qu'à courir parmi les orangers, à jouer avec les animaux, à se baigner dans la mer? Hélène revient. On ne parle plus jamais de ce qui s'est passé, et Stavros n'y pense plus. En 1937, Stavros a 17 ans et comme beaucoup de jeunes cypriotes de l'époque, il voudrait émigrer en Angleterre. N'oublions pas qu'à ce moment-là, Chypre est une colonie anglaise. Pourquoi sa mère ne s'y oppose pas, elle qui tient avant tout à avoir sa famille réunie autour d'elle sous son autorité, nous ne le savons pas. Sans doute des raisons d'argent. Il y avait déjà assez de bras pour cultiver le petit domaine des Ioannidis et après tout, Stavros pouvait tenter sa chance en Angleterre.
Stavros débarque donc à Londres. Il se met à travailler dur et se fait une petite situation. Agent d'assurance dans la journée et le soir, pour arrondir un peu ses revenus, sommelier dans un restaurant grec. En 1942, il rencontre une jeune Allemande, Greta Bauer. Elle est intelligente et jolie. C'est le coup de foudre. Ils se marient, s'installent dans un petit 2 pièces de la banlieue de Londres. Ils ont 3 enfants, 2 garçons et une fille. Pour tous leurs voisins, les Ioannidis sont un couple modèle, très unis, jamais de dispute. Oh, bien sûr, ils ne sont pas riches, loin de là, mais ils ont de beaux enfants, ils s'aiment, et n'est-ce pas déjà beaucoup? Voilà, tout commence un peu comme une histoire à l'eau de rose. Et pourtant, ce bonheur tout simple, un peu banal même, ne semble fait que pour souligner par contraste le drame qui va suivre. Tout va donc pour le mieux dans le petit appartement des Ioannidis à Londres, jusqu'au jour, un jour de juillet 1953, où le facteur apporte une lettre. C'est une lettre qui vient de Chypre, dans laquelle Hélène Ioannidis annonce à son fils sa venue. Elle a mis un peu d'argent de côté et elle va passer quelques semaines à Londres. Hélène arrive donc en Angleterre et s'installe dans le petit appartement. Au début, tout va pour le mieux, Stavros est ravi, cela fait 17 ans qu'il n'a pas vu sa mère. Il lui demande des nouvelles du pays, comment vont ses frères, sa sœur, ses anciens amis. Greta, de son côté, fait tous ses efforts pour être aimable et souriante. Elle tient à se faire une amie de sa belle-mère à laquelle son fils semble si attaché. Mais les apparences ne doivent pas tromper. La tragédie est déjà commencée. Le mécanisme est en place. Et il ira jusqu'au bout. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Hélène est déjà là depuis 1 mois dans la maison quand elle déclare à Stavros « Mon fils, cela fait 17 ans que nous étions séparés. Je vais rester un peu pour profiter de ta présence. D'ailleurs, je vais travailler, on gagne bien en Angleterre. Je vais mettre un peu d'argent de côté et au retour, j'achèterai un petit terrain à Chypre. » Hélène Ioannidis reste donc. Les semaines succèdent aux semaines, les mois succèdent aux mois. Elle est toujours là. Et peu à peu, les choses changent. La gaieté des retrouvailles pour Stavros, le charme de la découverte pour Greta disparaissent pour faire place à une tension qui va bientôt devenir intolérable. Et dans tout cela, 2 éléments qui pourraient paraître secondaires vont jouer un rôle essentiel. Le cadre et la langue. Le cadre, ce sont les 2 pièces de l'appartement de Londres, où depuis maintenant des mois, 5 personnes vivent côte à côte. Hélène Ioannidis couche dans la salle à manger avec sa petite fille. Le couple a pris dans sa chambre les 2 garçons. Et tout ce petit monde vit ensemble. Plus d'intimité, plus de repos. Il n'y a pas de salle de bain, bien entendu. Alors tous se retrouvent à la même heure dans la cuisine pour la toilette du matin. Inconsciemment, car c'est encore dans l'inconscient que tout se passe, Stavros, Hélène et Greta se rendent compte qu'il y a quelqu'un en trop. Et ce n'est pas à la même personne qu'ils pensent. Ensuite et surtout, il y a la langue. Hélène ne parle que le grec. Elle ne prononcera quelques mots d'anglais qu'après des semaines et des semaines. Greta parle anglais, bien sûr, ne connaît pas le grec. Stavros, lui, parle grec et anglais. Du coup, il est l'objet d'une rivalité supplémentaire entre les 2 femmes. Pour communiquer entre elles, elles doivent obligatoirement passer par lui. Quand ils sont à table, tous les 3, chacune d'elles essaye d'amener la conversation dans sa langue à elle. Et c'est chaque jour des dialogues de ce genre. Greta, en anglais. Comment s'est passée ta journée, mon chéri? Tu as fait de bonnes affaires? Hélène, en grec. Qu'est-ce qu'elle te dit? Elle te parle de moi? Stavros, en grec. Mais non, maman. Greta me demandait si j'avais fait de bonnes affaires. Greta, en anglais. Qu'est-ce que dit ta mère? Elle me critique, n'est-ce pas? Et quand les 2 femmes se retrouvent seules pour faire la cuisine ou la vaisselle, par exemple, elles ne peuvent qu'échanger des regards et on devine quels regards. L'affrontement entre Hélène et Greta devient chaque jour plus ouvert, plus violent. Hélène reproche à son fils de s'être marié avec une étrangère, une fille de la ville, qui ne vaut pas une seule des paysannes de chez nous, qui passe son temps à acheter des robes, des chaussures. Greta, de son côté, fait des scènes
de plus en plus vive à son mari. « Enfin, tu n'es plus un enfant. Tu n'as qu'à dire à ta mère de rentrer chez elle. » Stavros fait ce qu'il peut, c'est peut-être un faible, mais c'est surtout un être partagé entre deux amours contradictoires. Il va trouver sa mère. Il lui demande de s'éloigner un peu, pour quelque temps au moins. Et sa mère s'en va. Oh, pas loin, quelques rues plus loin. Elle prend une chambre à l'hôtel. Et 2 ou 3 semaines après, elle revient. Et elle se remet à critiquer sa belle-fille, sa façon de s'habiller, d'élever ses enfants. Nouvelle scène de Greta. Stavros cède. Hélène repart à l'hôtel, puis revient encore. Cela dure exactement 1 an. Au mois de juillet 1954, Greta n'en peut plus. Stavros sent bien lui aussi qu'il doit se décider. Et tous trois, Hélène, Greta et lui, se mettent d'accord sur l'arrangement suivant. Greta va partir pour l'Allemagne avec les enfants. Elle y passera tout le mois d'août. Pendant ce temps, Stavros restera seul avec sa mère. Quand Greta et les enfants rentreront, Hélène s'en ira définitivement à Chypre. Nous sommes le 28 juillet 1954 et c'est le soir. Stavros, qui, comme nous l'avons dit, est en plus de son travail de la journée sommelier dans un restaurant, s'apprête à partir. Il embrasse sa femme et ses enfants sur le pas de la porte. Hélène contemple la scène. C'est vrai qu'elle est belle, cette Allemande. Quelle idée son fils a-t-il eu d'épouser une jolie fille? Et ses petits-enfants? Elle ne les reverra plus. Ils vont partir dans 3 jours. Et son fils. Oh, bien sûr, elle va passer 1 mois seule avec lui, mais après, tout sera fini. Elle sait bien qu'elle n'aura jamais assez d'argent pour retourner un jour en Angleterre. Elle va donc tout perdre. Et par la faute de cette femme. Hélène regarde sa belle-fille. D'un regard qui ne laisse aucun doute. Stavros est parti. Les enfants sont couchés. Greta et Hélène sont seules, toutes les deux. Elles font la vaisselle. Plusieurs amis du couple passeront au cours de cette soirée du 28 juillet 1954. Mais aucun d'eux ne s'attardera. Sans doute ont-ils senti qu'il y avait entre les 2 femmes quelque chose de tendu et même d'inquiétant. À 11h du soir, Greta va se coucher. Elle dit bonsoir en anglais, Hélène répond bonsoir en grec, et toutes 2 se retirent, l'une dans la chambre du couple, l'autre dans la salle à manger. Greta est revenue dans la cuisine pour se déshabiller et faire un peu de toilette. Alors Hélène se glisse sans bruit derrière elle. Elle tient à la main un tisonnier. Elle frappe d'un seul coup et de toutes ses forces à la tête. Greta s'écroule. Elle ne bouge plus, elle est sans doute déjà morte. Mais qu'importe pour sa belle-mère, ce n'est pas terminé. Elle prend un bât pour l'étrangler et elle serre pendant des secondes, des minutes peut-être. Hélène se redresse haletante. Elle achève de déshabiller Greta. Quand elle la voit nue, elle prend un petit bidon d'alcool sous l'évier et met le feu au corps inanimé. Ce beau corps si jeune qui avait fasciné son fils. Ce corps qu'elle hait de toute son âme. Hélène regarde monter les flammes. Pour elle, c'est un feu de joie. Vers minuit, comme on l'apprendra plus tard, un voisin a vu des flammes dans la cuisine. Il a regardé à la fenêtre, et ce qu'il a vu lui a semblé incroyable. Un tableau à la fois terrible et irréel. Par terre, il y avait une forme qu'il a prise pour un mannequin de cire en train de brûler, et derrière, dans l'embrasure de la porte, un visage de femme, une femme très brune, qui regardait sans rien faire, comme fascinée. Prévenus par le voisin, la police et les pompiers arrivent sans tarder. Il n'y a plus rien à faire.
Il trouve Hélène Ioannidis faisant de grands gestes, s'arrachant les cheveux et criant « Moi sentir odeur de brûlé, moi venir, moi jeter de l'eau, mais elle morte ?» Quand les policiers demandent à Hélène qui est la victime, elle fait cette déclaration insolite qui, dans son pauvre anglais, est le résumé exact des raisons de son crime. C'est l'Allemande mariée avec mon fils. Mon fils l'aimait beaucoup. Elle, pleine de vêtements et de chaussures. Les enfants partirent bientôt en Allemagne et moi partir à Chypre. Les policiers fouillent la maison sans attendre. Sous l'oreiller de Madame Ioannidis, ils trouvent l'alliance de Greta soigneusement enveloppée dans un mouchoir. Oui, en définitive, c'était bien ce vol qui était le mobile du crime. Ce crime sauvage était avant tout un crime rituel. C'était pour voler l'alliance de Greta qu'Hélène avait tué, pour arracher de son doigt le symbole qui la liait à son fils. Quand Stavros rentra au petit matin, il découvrit en même temps le corps de sa femme et les policiers qui emmenaient sa mère. Stavros, qui n'avait pas pu faire un choix entre les deux femmes qu'il aimait, les avait perdues toutes les deux en une nuit. Il avait laissé des passions dangereuses naître, se développer, s'exacerber. Il n'avait pas compris à temps que sa faiblesse, elle aussi, était d'une certaine manière criminelle. Avec la même faiblesse, ou une sorte de courage, comme on voudra, Stavros ne put se résoudre à abandonner sa mère, même si elle était maintenant la meurtrière de sa femme. Comme elle ne pouvait se débrouiller toute seule, il lui servit d'interprète tout au long de l'instruction. Stavros faisait ce qu'il pouvait. Il essayait d'endiguer son malheur. Il essayait de sauver la femme qui lui restait. C'était un effort à la fois désespéré et dérisoire, car le destin, qui s'était déjà manifesté, ne pouvait aller que jusqu'au bout. Le procès s'ouvrit sans tarder. Hélène Ioannidis dut être assistée en permanence d'un traducteur. Elle était assise bien droite à son banc, fière, figée, hautaine. Avec un bel orgueil et malgré l'avis de ses avocats consternés, elle plaida non coupable. Le jury était très scrupuleux. Il tint à examiner lui-même l'appartement des Ioannidis. Après sa visite, il acquit la certitude qu'Hélène était bien coupable. En effet, d'après la disposition des lieux, aucun étranger n'aurait pu entrer sans éveiller les enfants qui étaient restés endormis pendant tout le drame. Dans ces conditions, l'issue du procès ne faisait plus de doute. Le 28 octobre 1954, Hélène Ioannidis fut condamnée à mort. Son fils Stavros n'entendit pas la sentence. Il n'avait pas voulu être dans la salle le jour du verdict. Stavros n'était pas là non plus en 1925, au cours du procès pour meurtre où sa mère avait été accusée d'avoir assassiné sa belle-mère en lui enfonçant une torche allumée dans la gorge. Il faut dire que le petit Stavros avait 5 ans. Faute de preuves, Hélène Ioannidis avait été acquittée. C'était ça le fameux secret qu'on avait caché à l'enfant. Le 28 décembre 1954, un interprète vient dire à Hélène Ioannidis que son pourvoi est rejeté et qu'elle va mourir. Alors Hélène se met à écrire à son fils des lettres à la fois féroces et poétiques, dans un style très simple, avec des mots de tous les jours, mais qui ne manquent pas d'une certaine grandeur. Une grandeur venue du fond des âges, celle de la tragédie grecque. Elle y déclare dans ses lettres à la fois son amour et sa haine, avec la même passion. Elle évoque les moments heureux où toute la famille était réunie dans le petit domaine de Chypre, sous son autorité, où elle faisait le pain pour tout le monde. Le matin, les enfants partaient travailler au champ, ils revenaient le soir avec la récolte d'oranges et de raisins. Elle, si elle s'était rendue en Angleterre, c'est parce qu'elle aimait son fils Stavros, qu'elle ne l'avait pas vu depuis 17 ans, et qu'elle ne supportait pas d'être séparée de lui. Et oui, tout cela était indiscutablement vrai. Et pourtant, le lendemain du jour où elle écrivait ces lignes, Hélène Ioannidis était pendue.
Quelles furent les pensées de Stavros quand on pendit sa mère pour le meurtre de sa femme? Nous ne pouvons que l'imaginer. Car pour lui, ce n'était pas une réparation. Ce n'était pas une justice qu'on lui rendait. C'était une catastrophe qui s'ajoutait à la première. C'était l'achèvement définitif de son malheur. Que devint Stavros Yanidis? Nous ne le savons pas. Peut-être comme Oreste. Devint-il fou de douleur? Peut-être comme d'autres héros de la tragédie grecque. Parvint-il à surmonter son drame? Peut-être. Stavros est-il retourné à Chypre? Et il y a 3 ans, une balle turque a peut-être mis fin à sa destinée. Les dieux ont des jeux tellement étranges. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Autant en emporte le vent. Un roman célèbre. Un beau film. Vous l'avez peut-être vu autrefois. Autant en emporte le vent raconte justement un des épisodes les plus poignants de l'histoire américaine. La guerre entre le Nord et le Sud, de la guerre de sécession, mais vue à travers la vie d'un personnage étonnant, agaçant, exaltant, une jeune et jolie femme, Scarlett O'Hara. Les malheurs de Scarlett n'ont pas fini de faire pleurer les foules. Elle est sudiste, elle appartient donc au camp des vaincus, elle subit l'invasion, les bombardements, le siège d'Atlanta, l'incendie de la ville, l'exode, la famine, et après la défaite, les exactions des profiteurs de guerre. Comme elle est courageuse, égoïste, intelligente et désirable, Scarlett arrive toujours à se tirer des situations les plus désespérées, la rage au cœur, car elle n'accepte pas les événements. Elle en triomphe avec énergie, sans jamais se résigner. Le récit de ses aventures fait très bien comprendre la haine ressentie par les sudistes contre leurs assaillants venus du Nord. Une haine née de la guerre. Or, quel est le motif de cette guerre? Le président Lincoln a interdit l'esclavage. Les États du Sud, qui veulent conserver leurs esclaves noirs, ont décidé de se séparer des États du Nord. Sécession inadmissible, incompatible avec le développement des États-Unis. Le Nord attaque, envahit le Sud, gagne la bataille en 1865. Le président Lincoln paiera de sa vie cette victoire. Il sera le premier président américain à être assassiné, et dans des conditions spécifiques, vraiment particulières à son pays, et qui ne sont pas sans rappeler d'autres assassinats politiques outre-Atlantique, notamment celui de Kennedy. Oui, un président américain ne meurt jamais comme un autre président d'un pays quelconque. Pourquoi ? Scarlett O'Hara, malgré la haine qu'elle ressent pour les fauteurs de guerre, n'aurait jamais eu l'idée qu'on pût assassiner le président Lincoln. Pourtant, c'est lui qui a déclaré cette guerre, non? Elle pense d'abord, et la plupart des citoyens américains comme elle, à l'agrément de sa vie quotidienne, à posséder une maison, à exploiter un domaine, à s'enrichir. Appartenir au peuple qui jouit du niveau de vie le plus élevé du monde est son problème numéro 1. Grâce à la liberté d'entreprendre. Après tout, c'est un idéal politique comme un autre. C'est égoïste, il est vrai, et surtout très différent des principes de la politique européenne plus théorique ou philosophique.
On constate donc deux choses essentielles. Primo, le président américain, qui pour des raisons internationales se met en travers des préoccupations habituelles de son peuple, est menacé. Secondo, celui ou ceux qui vont l'abattre ne sont pas des anarchistes du type de celui qui a tué par exemple le président Doumer à Paris, mais des nantis, j'allais dire des bourgeois qui défendent la liberté, leur liberté, pour ne pas dire le profit. Quant au président, qu'il soit riche comme Kennedy ou pauvre comme Lincoln, un ancien bûcheron, un self-made man, cela ne change rien à l'affaire. Ce qui change, ce sont les assassins. Pas de pauvres bougres sans foi ni loi. Ils ont une situation, des relations notamment politiques ou policières. Leur main est téléguidée par de puissants personnages qui demeurent dans l'ombre. John Booth appartient à une famille d'acteurs. Son père, un comédien très célèbre, a aidé ses trois fils à monter sur les planches. Ils y réussissent. Leur spécialité, Shakespeare. John, grand, beau, les cheveux noirs, les yeux profonds, sait admirablement faire vibrer les spectateurs en s'approchant à l'avant-scène et en les dévisageant pour dire « être ou ne pas être ». Telle est la question. Ou bien, avant de sortir dans les coulisses en brandissant son épée et en hurlant « Mon royaume pour un cheval !» Malheureusement, il crie un peu fort. C'est la mode à l'époque. Abîme sa voix, souffre de laryngite chronique et à 28 ans, doit abandonner le spectacle. Il se lance dans les affaires, le pétrole. Il habite Washington. Il connaît le banc et l'arrière-ban de la politique, est fiancé avec la fille d'un sénateur, voyage beaucoup et en particulier se rend souvent au Canada. La police découvrira plus tard dans ce pays un complot sudiste. Puis, ayant trouvé dans les papiers de John un chiffre et une correspondance chiffrée, notamment avec le président de la Confédération sudiste, Jefferson Davis, on en déduira qu'il était l'un des agents secrets du Sud. John se réunit avec des amis dans une pension de famille de Washington, High Street, tenue par une veuve, Mrs. Surratt. Il y a le fils de la propriétaire, un ancien séminariste, désormais un espion. Il y a un émigré prussien de 29 ans, Georg Hatzerod, un cocher qui connaît parfaitement les routes pour sortir de la ville. Il y a un jeune homme de 19 ans, David Herold, étudiant en pharmacie mais préférant à ses études la chasse aux perdrix. Il y a enfin 3 déserteurs, Arnold et O. Loveglin, tous 2 camarades de classe de John Booth au collège catholique de St. Timothy. N'oublions pas que le Sud est catholique, grâce à nous les Français, et le Nord protestant, grâce aux Anglais. Et enfin, Lewis Penn, un homme d'une force absolument prodigieuse. Le groupe des conspirateurs attend les ordres de leur chef, l'ancien acteur négociant en pétrole, John Booth. Tout est changé. En consternation générale, le plan prévu consistait à enlever le président Lincoln pendant une de ses promenades, à le conduire en un lieu sûr à Port Tobacco, sur le Potomac, et à obtenir, grâce à cet otage de marque, de meilleures conditions dans les négociations de paix après la reddition de l'armée sudiste. Alors, plus d'enlèvement, demande Surratt, et dire que tout est prêt. Le steamer pour remonter le Potomac est réquisitionné. Les armes nécessaires pour stopper sur la route la voiture du président entreposées dans une auberge. Non. Pas d'enlèvement, confirme John Booth, c'est trop tard. Je n'ai pas d'explication d'ailleurs à vous donner. Notez seulement ce que vous aurez à faire. Oh, tu exagères, remarque Arnold. Avec toi, on ne peut jamais discuter. Si tu n'es pas content, c'est le même prix. D'ailleurs, tu n'as plus le choix, mon vieux. À moins que tu préfères... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non. C'est bon. Je suis d'accord. Très bien. Toi, Harold, tu vas louer un cheval et le mettre avec le mien dans mon box, au théâtre. Le comédien a conservé ce privilège de disposer, comme les autres acteurs de la troupe, des écuries. On dirait aujourd'hui du parking. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces chevaux? Eh bien, tu les céderas, le tien et le mien, le jour et à l'heure que je t'indiquerai, et tu m'attendras aux abords dans la cour. Et nous autres? Attendez, toi, Georg, tu te chargeras du vice-président Johnson. On verra ça ensemble tout à l'heure. Et toi, Lewis, du secrétaire d'État, Seward. Mais comment? C'est très simple. Il a eu un accident de voiture. Il est couché chez lui.
Alors tu lui apportes des médicaments, ceux que lui fournit le pharmacien au travail Harold. Alors pourquoi pas Harold? Non? Toi? Harold n'est pas capable de le tuer. Parce qu'on va tous les tuer? Le président aussi? Ça, c'est mon affaire. Silence. Silence de mort, c'est le cas de le dire. Olaf Blin se lève et s'apprête à quitter la salle. Où vas-tu? Je m'en vais. Je m'en vais, il n'a jamais été question d'assassinat, je ne suis pas d'accord. Très bien. Maintenant, tu sais ce qui t'attend? C'est pas votre intérêt. Et puis, de toute façon, on ne meurt qu'une fois. Et il sort. John et les autres se concertent sur l'attitude à prendre. Et si leurs camarades prévenaient la police? À ce moment, un client de la pension de famille, Louis Weichmann, ouvre la porte du salon. « Je vous dérange ?» Tout le monde s'est tu. Louis, l'air goguenard, dévisage les amis réunis autour de la table, puis referme la porte et s'en va. C'est lui qui dénoncera le groupe à la police. Il reste un personnage important dont je ne vous ai pas encore parlé, peut-être le principal personnage du drame. Edwin Stanton, secrétaire d'État à la guerre. Il ne s'entend pas avec le président. Lincoln voulait terminer la guerre au plus vite, et la guerre finie, pardonner aux vaincus. Mais les prisonniers, demande Stanton. Laissez-les rentrer chez eux. Ils se remettent au travail, le pays en a besoin. Surtout après toutes ces destructions. Et les traîtres, ceux qui ne veulent pas désarmer. On leur fasse comprendre que le mieux pour eux est de quitter le pays, mais qu'on les laisse sortir. Hein? Vraiment? Cette méthode de pacification n'est pas celle de Stanton. Ses instructions sont très différentes. Il faut faire durer la guerre et couler assez de sang pour que le Nord haïsse le Sud. Terminer la guerre avant que la nation soit résolue réellement à l'abolition de l'esclavage serait un échec. La lutte doit être poursuivie, même après la victoire. Il n'y a pas que les idées du secrétaire d'État qui sont curieuses, il y a ses actes. Le vendredi 14 avril, il donne l'ordre de couper le télégraphe. Le général Grant, le chef de l'armée du Nord, est prévenu de ne pas se rendre au théâtre à une représentation de gala à laquelle doit assister le président. Grant est-il prévenu par son ministre? Enfin, et c'est le plus incroyable, des fonctionnaires du ministère auraient annoncé à la presse l'exécution de Lincoln dans l'après-midi, alors que le drame allait se dérouler dans la soirée. La collusion indirecte sans doute mais réelle entre Stanton et John Booth semble donc probable. De là à accuser le secrétaire d'État à la guerre. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Le 11 avril 1865, 3 jours avant d'être assassiné, le président Lincoln prend le petit déjeuner avec son épouse Mary. Celle-ci s'inquiète. « Vous me semblez bien triste ce matin, ça ne va pas? À quoi pensez-vous donc? » Oh, c'est étrange. On parle beaucoup de songes dans la Bible. Il y a, je crois, 16 chapitres dans l'Ancien Testament et 4 ou 5 dans le Nouveau où il en est question. Vous croyez aux rêves? Oh, je ne dis pas cela. Et pourtant, j'ai rêvé cette nuit que j'entendais des sanglots étouffés comme si beaucoup de gens étaient en train de pleurer. Je ne voyais pas ces gens. J'étais dans un immeuble sans fin. J'allais de salle en salle sans rencontrer personne. Et tout d'un coup, se trouvait devant moi un catafalque, avec autour des soldats au garde-à-vous. Je demandais à un officier, « Est-ce que quelqu'un serait mort à la Maison-Blanche ?» « Oui, le président. Il a été assassiné. » Alors je me suis réveillé. Mais j'avoue que j'ai eu du mal à me rendormir. Ne vous inquiétez pas, Mary, ce n'est qu'un rêve. Bon, j'en prendrai bien un peu de thé. 3 jours plus tard, donc dans l'après-midi du vendredi 14 avril, l'ancien acteur John Booth se rend au théâtre sous prétexte de rencontrer des amis qui répètent.
Il monte au balcon, suit le corridor derrière les loges et gagne l'avant-scène présidentielle. Elle se compose de 2 pièces séparées par une cloison et d'une porte qu'on peut verrouiller. John perce un trou à travers la cloison avec un vilebrequin, dévisse le verrou de la porte, enfin dépose sa canne dans un coin. Personne ne l'a vu. Le soir, Lincoln, sa femme, un aide de camp accompagné de sa fiancée, assiste à la représentation, une comédie, Notre cousine d'Amérique. Le président, bon public, s'amuse franchement. Mary est au premier rang, elle désire surtout être vue de la salle. Elle s'est mise sur son 31. N'est-elle pas la première dame de l'Amérique? L'aide de camp et sa compagne se sont assis dans le fond de la pièce, sur un canapé. Ils se tiennent par la main et s'occupent davantage d'eux-mêmes que du spectacle. Au deuxième acte, John Booth, après avoir bu un verre de brandy au bar, monte au balcon. Les contrôleurs qui le connaissent le saluent. Il arrive jusqu'à l'avant-scène présidentielle. Il entre dans l'antichambre. Théoriquement, devrait s'y trouver un officier de garde. Il n'y a personne. Une chance. Il ferme la porte qui donne sur le couloir et place sa canne contre la serrure de manière à ce qu'on ne puisse pas l'ouvrir du dehors. Il regarde par le trou à travers la cloison. Rien ne gêne son passage pour atteindre le président. Alors, il ouvre l'autre porte qui donne directement sur l'avant-scène et dont le verrou dévissé saute facilement. Un poignard dans la main gauche, un pistolet dans la droite, il s'élance et tire à bout portant sur le président qui tombe, une balle dans la nuque. L'aide de camp s'est précipité mais trop tard. Il attrape John par les basques de son habit, mais le meurtrier se dégage avec son poignard, blesse l'officier et saute par-dessus la balustrade sur la scène. Acteur avant tout, John regarde le public et s'écrie « Mort au tyran, vengeance pour le Sud !» Les spectateurs stupéfaits et croyant à un artifice de mise en scène ne bougent pas. Une actrice, seule sur le plateau à ce moment-là, reste médusée. John Booth sort, comme au théâtre, par les coulisses. Dans la cour, on attend son complice, Harold, avec les 2 chevaux. Ils se mettent en scène, s'enfuient au galop, traversent la ville et gagnent la campagne. John, en sautant du balcon sur la scène, s'est foulé la cheville. Il s'arrête en route chez un médecin de ses amis qui le soigne pendant 48 heures. Puis il repart avec l'espoir d'arriver en Virginie où il pourra se cacher sans être dénoncé. Il souffre toujours de son pied. Il doit s'arrêter pendant 6 jours dans une forêt où son ami Harold s'occupe de lui. Enfin, les 2 complices atteignent les rives du Potomac. En face, c'est la liberté. Mais comment traverser la rivière? Il y a bien un passeur qui loge dans une cabane près de l'endroit où son bateau est amarré, mais peut-on lui faire confiance? Des affiches promettent déjà $10 000 à celui qui livrera John Booth. Arrivent par chance 3 soldats sudistes libérés qui retournent chez eux en Virginie. John se fait connaître. N'est-il pas un héros pour le Sud? Les soldats n'hésitent pas. Ils emploient la force pour obliger le passeur à traverser le Potomac, avec à bord l'assassin de Lincoln. La suite des événements est sujet à caution. Nous y reviendrons, mais je voudrais d'abord relever quelques anomalies de ce dossier. Alors imaginons, si vous le voulez bien, que j'interroge un journaliste américain. Appelons-le Harry. Dites-moi, Harry, vos présidents sont si mal gardés qu'on puisse les approcher avec autant de facilité? Vous savez, chez nous, un président se considère comme vous et moi, et il n'aime pas tellement être protégé. Enfin, depuis le début de la guerre, Lincoln se savait menacé, il n'était pas gardé. Si, mais ce soir-là, l'officier de garde est allé boire un verre. Cela vous paraît normal? S'il est exact qu'il était l'amant de Mme Lincoln, il faisait un peu ce qu'il voulait. Parce que Mme Lincoln n'aimait pas son mari. Elle le trompait en tout cas, avec un peu n'importe qui. Même avec le jardinier, dit-on. C'était une femme vaniteuse, intéressée. Ses frères, vous le savez, servaient dans l'armée sudiste. Vous savez ce qu'on disait d'elle? Elle est aux 2 tiers pour l'esclavagisme, le tiers qui reste pour la sécession. Et Lincoln supportait ça? Que voulez-vous? Il était déjà très vieilli à l'époque, il paraissait beaucoup plus que ses 56 ans. Il n'est d'ailleurs pas impossible que sa femme ait trempé dans le complot. Du moins, on l'a prétendu. Bon, cela me paraît un peu exagéré. Moi aussi.
La décision de supprimer le président vient de plus haut. Le secrétaire d'État à la guerre, alors? Peut-être. Après l'assassinat, toutes les routes du Nord ont été bloquées. Pas celle du Sud, qui était pourtant la route normale que devait prendre le meurtrier. Et puis, il fallait passer d'un pont, le Navy Yard Bridge, où il y avait un barrage. Alors, qui a donné le mot de passe à John Booth? Ce n'est pas tout. Un détachement a été lancé à la poursuite de John Booth. Son commandant a reçu l'ordre de rebrousser chemin le 21 avril. Un jour de plus, et il rattrapait les fugitifs. Je ne comprends pas bien pourquoi le secrétaire d'État aurait-il favorisé la fuite de John Booth. Tout simplement pour le faire arrêter par l'armée au moment où ça l'arrangeait. Alors c'est pour ça que John Booth a été pris dans une ferme en Virginie, cerné par des cavaliers qui y ont mis le feu. Il s'est suicidé plutôt que de se rendre, non? Oh, ça, ce n'est pas sûr du tout. Même le soi-disant cadavre de John Booth accuse le secrétaire d'État ou quelque autre personnage important dans la politique et les affaires. Figurez-vous qu'une admiratrice de John est allée après sa mort lui couper une mèche de cheveux. Elle a montré plus tard cette relique. Des cheveux châtains. Alors que John était brun. Très brun. Mais alors c'était pas lui. Probablement pas. On l'a pas autopsié? Si, bien sûr. Mais c'est un peu comme pour Kennedy. Vous vous rappelez du rapport Warren? Eh bien, dans l'affaire Lincoln, aussi, les conclusions de l'autopsie sont contradictoires. John Booth a été identifié grâce à une cicatrice au cou. Ensuite, le chirurgien général a prélevé 2 vertèbres. Et l'opération a fait disparaître la cicatrice. Le tour était joué. Et qui est devenu le vrai John Booth alors? Ah, ça, allez savoir. En 1870, un type qui s'appelait John Sainte-Hélène a prétendu qu'il était John Booth. Il a accusé, lui, le vice-président Johnson d'avoir tout organisé pour se débarrasser du trop vertueux Lincoln. Le Nord industrialisé voulait profiter du Sud agricole. En 1903, un certain David est mort dans l'Oklahoma. On a embaumé son corps et on l'a promené dans les foires en le présentant comme étant John Booth. Vous savez, à partir du moment où un homme entre dans la légende, toutes les interprétations deviennent possibles. Voilà ce qu'aurait pu me dire un journaliste américain. En fait, un bref résumé de ce que pensent les Américains en général sur ce premier assassinat qui inaugure la série noire des meurtres politiques aux États-Unis, et toujours dans ce même climat affairiste et de mystère. L'assassin John Booth semble s'être volatilisé, protégé par on ne sait quel ange ou démon, tandis qu'on présente au public un faux cadavre. Les complices de John, eux, sont pendus. Madame Surratt, la directrice de la pension de famille, Harold, Penn, Hatzorod. Le fils Surratt, lui, s'est échappé. Il s'est engagé au Vatican dans les gardes pontificaux. Certains en ont conclu que le pape était mêlé à l'affaire. Le complot catholique est une des thèses du dossier. Je le dis tout de suite, une des moins solides. En conclusion, qui est le véritable responsable au plus haut niveau? En m'écoutant, vous avez sans doute pensé comme moi que le personnage le plus suspect est le secrétaire d'État à la guerre, Stanton. Eh bien, j'ai découvert dans le dossier un détail. Stanton habitait à Washington une de ces maisons de style colonial entourée d'un jardin. La nuit du crime, plusieurs hommes viennent chez lui et sonnent à sa porte. Personne n'ouvre. Alors il rôde autour de la maison, cherche par où passer, hésite, semble-t-il, à escalader le mur. Des passants, des voisins en ont témoigné. Ils reviennent devant le portail, sonnent à nouveau, toujours pas de réponse. Alors il se décide à s'en aller. En réalité, Stanton était bien chez lui. Mais sa sonnette, paraît-il, ne fonctionnait pas. C'est disent ses partisans ce qui l'a sauvé, car les hommes en question venaient l'assassiner. Avec Lincoln, le ministre Seward, le vice-président Johnson, Stanton était sur la liste des hommes à abattre. Alors si cela est vrai, il est donc innocent. À moins qu'il ne se soit inscrit lui-même sur la liste pour donner le change. À propos, quand un fonctionnaire du ministère s'est présenté la même nuit chez lui pour annoncer la mort du président, il a sonné. Et on lui a ouvert. Quand on parle des États-Unis,
Il ne faut jamais oublier que ce pays est vraiment le seul au monde où tout, absolument tout, est possible. Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1 et produit par Europe 1 Studio. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Sébastien Guyot. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Anh Dương thì chuyên bán kênh em sẽ kênh đô luôn, còn anh Dương sẽ bán kênh khách, bán kênh đủ điều khách, không đủ điều kiện thì anh có thể nhập còn đâu của em còn nhân khách. Hai cái mảng của em đang làm là cái mảng của em làm từ đầu rồi, nó ổn định rồi và thu nhập ổn định rồi. Còn cái mảng này bán thêm nên là bắt buộc là đã làm thêm thì chấp nhận là sẽ mới đầu làm chưa có lãi em xác định thế rồi, nhưng mà của em đang muốn là nó phải giống như là em bỏ tiền ra thuê mình để bán thì em cũng muốn là mọi người mang lại giá trị cho bọn em, đúng không? Đấy nên là bọn em cũng thảo luận với mọi người như thế để như là đôi bên thì mình có lợi đấy, không bị thiệt với ai, nhưng mà cũng biết là phải có lợi để cho đôi bên mình phát triển lâu dài được. Đấy, nên là mọi người suy nghĩ nhé. Về công việc thì mọi người sẽ tự vận động hơn đấy, và thì ok, đúng rồi, thì tại bình thường thế cũng không thể đấy được, không thể chỗ ăn nhàn. Ví dụ như là mức lương 8 triệu ấy, thì như bình thường nếu mà người có thu nhập không quá cao ấy, thì có thể sống ở từ người chỉ lên TV đấy, xong rồi có thể làm cái gì bất cứ gì cũng cho lên đầu thôi.